Voilà, c'est à petit peu près toutes les têtes que j'ai fait quand j'ai regardé chaque petite partie de l'épisode. Non, en d'autres termes, cet épisode m'a un peu déçu. J'ai trouvé que finalement chaque scène était plutôt vraiment intéressante et dense et voilà, et chargée, mais en même temps que le traitement de la série faisait que ça amenuisait un petit peu la tension et la valeur que portaient ces scènes. Mais sans plus attendre, chers amis, voici mon analyse. Pour commencer, une scène que j'ai vraiment détestée. En 9ème position dans ce classement, la scène qui révèle les origines des marcheurs blancs. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Pourquoi j'ai pas aimé cette scène? Tout simplement parce que j'ai trouvé, premièrement, que c'est beaucoup trop tôt. Je veux dire, déjà, on nous révèle que les marcheurs blancs, c'est juste les dégâts collatéraux, les mauvaises conséquences d'une volonté de se protéger des humains quand les premiers hommes sont arrivés sur Westeros. Putain, c'est beaucoup trop tôt. L'intérêt des marcheurs blancs, c'est que justement, ils représentaient une sorte de mystère dans tout le background de Westeros et d'Essos. Là où on a un petit peu ce même genre de mystère par rapport à Daenerys et par rapport aux Targaryens, par rapport aux dragons, par rapport au fait que justement, à la religion du dieu rouge, est-ce que vraiment la prophétie est réelle? Est-ce que derrière tout ça, il y a une vérité? Eh bien, de l'autre côté du mur, il y avait aussi cette espèce de mystère, de grande question. Qui sont les marcheurs blancs? Est-ce qu'ils sont vraiment les antagonistes des Targaryens? Les antagonistes du dieu R'hllor? Est-ce que, justement, à l'exemple, en parallèle à la prophétie de Azor Ahai où il y aurait un champion du dieu R'hllor, est-ce que le roi de la nuit ne serait pas le champion de l'ennemi du R'hllor et qu'il serait le champion donc de ce grand autre qui est nommé comme ça, l'autre, l'ennemi naturel du dieu du feu, c'est-à-dire le dieu du froid tout simplement. Et là j'ai trouvé que c'est juste ça en plus de ça. Alors non seulement c'est trop tôt, mais en plus de ça les raisons sont à chier. Je veux dire, c'est quoi? C'est juste parce que les enfants de la forêt trouvaient que les humains étaient dangereux, les premiers hommes qui ont envahi Westeros étaient dangereux. Ah mais mon dieu, mais c'est nul comme révélation. Enfin je sais pas, mais j'aurais aimé que quand même ce serait ça la raison, qui est déjà une raison assez nulle pour moi parce que je trouve que ça enlève beaucoup de mystère, mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt parce que on avait besoin de maintenir le mystère autour de ces personnages et de ces fameux marchands blancs jusqu'à la fin de la résolution de toutes ces intrigues et de la fin de la série. Donc vraiment pour moi un énorme point noir à cause de cette scène. Et également, je dois dire que les enfants de la forêt ne me convainquent absolument pas. Je veux dire, on a vraiment l'impression que c'est de la 3D mal faite, et ça introduit une vision du fantastique et de la fantasy qui est beaucoup trop... qui manque beaucoup de subtilité, je trouve, parce que là où tous les éléments de fantastique dans Game of Thrones, à part peut-être les dragons, mais là où tous les éléments de fantastique sont abordés d'une approche mystérieuse, selon un angle vraiment du fantastique, c'est-à-dire quelque chose de le surnaturel qui inquiète, qui est étrange. D'ailleurs, même les dragons sont un peu abordés de cette manière-là au début de la série, ils sont questionnés, leur existence est remise en cause. Et là, on nous montre une espèce de bande d'elfes un peu mal faite, avec des grenades qui peuvent... des espèces de boules grenades. Franchement, non, pour moi, c'est pas du tout du niveau de l'écriture de Game of Thrones, de ce que nous avaient habitué les auteurs jusqu'à présent. Numéro 8, l'entraînement d'Arya. Alors, bon... J'aime vraiment toutes les scènes de Braavos parce que, a priori, c'est une cité libre et les cités libres, j'aime bien. Je trouve que c'est une matière que la série n'exploite pas assez. Je veux dire, Pentos, on en a vu qu'un trou de serrure ou alors un tout petit peu via la maison d'Illyrium Opatis, mais c'est tout. Volantis, on en a vu, ouais, un peu plus, mais je veux dire, c'était en un épisode et c'était quoi, 6 minutes, c'est tout, même beaucoup moins. Et je veux dire, Braavos, bon... J'aimerais bien qu'on en voit un petit peu plus que ce qu'on en voit, parce que là, depuis le début, on ne voit que la maison des noirs et blancs, enfin, quasiment que ça, et toutes les teintes de Braavos sont très grises, sont très noires, et c'est normal, noir et blanc, ça fait du gris. Voilà, je vais chercher loin, ça là. Mais enfin, bref, ce que je veux dire, c'est que cette scène, j'ai moyennement aimé. J'ai aimé quoi? J'ai aimé Jaqen H'ghar, voilà. Chaque scène où ce mec est présent, je veux dire, c'est forcément la garantie d'une bonne scène, enfin presque. Parce que le mec est tellement énigmatique et mystérieux et charismatique et voilà, que c'est tout. L'acteur joue très très bien, je trouve que ce personnage, il est bien exploité par la série. Et j'ai eu très peur quand il était réintroduit dans la saison 5 parce que je me disais, oh là là, vu que c'est pas le cas dans dans le livre, pardon, est-ce que la série va réussir à faire quelque chose de bien? Parce que j'ai du mal quand la série s'éloigne du bouquin, et c'est pas parce que je suis un lecteur et vraiment je suis intransigeant, non. C'est que de fait, j'ai constaté que quand la série s'éloignait du bouquin, ça donnait des scènes moins bien, ça donnait des intrigues moins intéressantes, c'est comme ça, je ne fais que juger à partir de ce que j'ai lu et vu. Et donc,
là, les passages avec Jaqen H'ghar et Arya, je les ai bien aimés. Le fait qu'on les retrouve dans cette grande salle avec tous les masques, enfin toutes les têtes, les visages, et puis la musique. Génial cette musique, putain, elle est tellement bien. Et donc, une chose intéressante à mentionner, c'est l'origine de Braavos. Alors là, rien à dire de spécial. Bon, autrement que c'est pas exactement aussi simple que ça. Dans la série, ils disent que, enfin, Jaqen H'ghar dit, enfin, un homme dit que, en fait, Braavos aurait été construite et, voilà, fondée par les Sans-Visages. Alors, c'est vrai quand il dit qu'il a été fondé par des anciens, enfin, des réfugiés d'esclaves valériens, en gros. Enfin, je sais pas plus exactement si c'est vraiment ça qu'il dit, enfin bref, peu importe. En gros, c'est à peu près ça. C'est vrai que Braavos, dans les bouquins, a été fondé par des réfugiés, des esclaves en fuite. Mais, alors, je vois bien l'idée que, voilà, les sans-visages, c'est-à-dire que il y avait toute une diversité de personnes, vu que c'était des esclaves, et que du coup, voilà, il n'y avait pas vraiment de... Quand on parle du dieu multiface, parce que c'est le dieu multiface qu'ils sont censés vénérer, ça viendrait de cette espèce de conglomérat de population issue des esclaves valériens, et que voilà, pour représenter un petit peu toute la population qui a fondé Braavos au début, il y a très longtemps, et bien voilà, ça viendrait de là le culte du dieu multiface. Mais en fait, dans la série, dans le livre, pardon, là j'ai du mal, dans les livres, et en fait c'est un petit peu plus, un peu plus compliqué que ça. Certes, les sans-visages sont à la base, enfin sont une des origines de la cité, mais pas que, je veux dire, à la base, Braavos est l'une des seules cités libres qui n'est pas une colonie valérienne. C'est vraiment des esclaves en fuite valériens qui se sont enfuis d'une colonie enfin de l'Empire de Valyria, donc l'ancien empire, hein, on en a vu les ruines dans la saison 5, et qui sont repartis, qui sont fondés cette ville tout au nord, dans le lagon donc. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué et mystérieux justement que ce que n'est censé révéler là Jaqen H'ghar. C'est pas juste, voilà, il y a eu des sans-visages et boum, ça y est, ils ont créé la cité. Non, non, parce qu'il y a plein d'autres institutions dans la cité, il y a plein de temples, le temple de la lune, je sais plus quoi là, ceux qui connaissent bien le livre me reprendront, enfin j'ai un petit peu oublié, le temple de la lune, je sais pas quoi. Enfin non, c'est le temple de l'eau, enfin peu importe, peu importe. Bref, il y a toute voilà, l'institution du Seigneur de la Mer, il y a des tas de choses, voilà. Elle est construite sur plein de diversité, et voilà, c'est pas que le dieu sans visage, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Après, enfin, je vais pouvoir dire pourquoi je n'ai pas trop aimé cette scène. Et ben c'est parce que, encore une fois, je trouve que l'approche de l'entraînement d'Arya dans la maison des sans-visages, elle est moyenne. C'est-à-dire que là, on nous fait quoi? On nous donne l'aperçu d'un entraînement lambda. On a l'impression que Arya s'entraîne pour devenir une ninja. C'est pas vraiment ça. Je veux dire, oui, bien sûr, un assassin, je peux comprendre qu'il faut qu'il ait certains moves, certaines techniques pour pouvoir se sortir de situations compliquées et difficiles. Mais le truc, c'est qu'un assassin, a priori, ne devrait jamais être au corps à corps. Un assassin, il devrait avoir ses victimes comme ça, en mode furtif. Bien. Et le truc, voilà, qui me gêne, c'est que on nous la montre sous un angle très direct, très premier degré, avec vraiment des coups de bâton, quoi, va faire du bâton, enfin, tout le monde a fait du bâton quand il était jeune, je veux dire, ça n'a rien de mystérieux. Et je sais pas, moi j'ai fait du bâton en tout cas, et j'en fais toujours. Enfin, du vrai bâton, la savate, enfin peu importe. Mais, je veux dire, là, Arya, moi je préférerais qu'on nous montre sous un angle un peu plus mystérieux, plus ésotérique. Je veux dire, la maison des sans-visages, elle est quand même extrêmement bizarre, on n'en sait rien. C'est quoi ce liquide qui est censé être du poison, soit c'est autre chose. Pourquoi est-ce que, voilà, les masques comme ça, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, what the fuck. Et c'est très mystérieux, voilà, c'est très énigmatique, et j'aimerais qu'ils aillent plus avant dans cette voie. Là, nous montrer juste Arya qui se bat avec un bâton, je veux dire, c'est cool, c'est sympa, on voit qu'elle commence à savoir se battre. Mais si c'est juste ça, la maison des sans-visages, je veux dire, les mecs qui mettent des masques, qui se battent avec des bâtons... Bon, je sais que c'est pas ça, j'exagère bien sûr, mais je trouve que ça nous donne un côté un petit peu morne, quoi, un petit peu terne de l'entraînement d'Arya. Voilà un petit peu ce que j'ai pensé de cette scène. En 7ème position, on ne va pas quitter Braavos et on va suivre Arya pour la fameuse scène de la représentation théâtrale des événements de la saison 1, voilà, sous l'œil amusé des habitants de Braavos. Alors c'est une scène, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une scène qui a été supervisée par Martin, comme il l'avait fait, il me semble, pour la mort de Joffrey, dans la saison 4. Alors cette scène est assez importante parce que elle nous montre un autre aspect de Braavos, et spécifiquement les représentations théâtrales des petites troupes de théâtre qui font vraiment référence à la Commedia dell'arte, une espèce de théâtre un peu grossier, un peu bouffonnesque, un peu burlesque, et voilà, qui reprend tout simplement la Commedia dell'arte, et c'est pas
c'est pas vraiment un hasard, puisqu'on se trouve dans Bravos, qui est un peu une parodie entre Bruges et Venise. Hein. C'est-à-dire, voilà, c'est pas une parodie, mais vraiment très inspiré de Bruges et de Venise. Une cité un peu, voilà, avec des canaux, tout ça. Donc c'est assez pertinent. Et voilà, comme cette scène a été inspirée, supervisée par la scène du bouquin, on pouvait espérer que la scène soit assez intéressante. Alors, moi j'ai trouvé que la scène était plutôt bien dans un sens, mais il y avait quand même des défauts. C'est pour ça qu'elle est assez bas dans le classement. J'ai trouvé que c'était pas mal de nous montrer finalement un autre point de vue de Bravos avec beaucoup plus de couleurs. Là on peut observer des costumes colorés, un côté beaucoup moins triste et moins dramatique, et on peut faire la comparaison avec la maison des envisages, donc ça c'est intéressant. Après, ce que j'ai pas trop aimé donc, dans cette scène, c'est simplement que c'est un peu bof en fait, c'est-à-dire que je trouve que effectivement le côté commedia dell'arte est intéressant, mais ils en font un peu trop et c'est vraiment très très vulgaire et c'est un peu lourdoc en fait. Je trouve que ça manque un petit peu de subtilité dans la façon dont ils ont mis en scène cette scène justement. Et pour Arya, je veux dire, c'est intéressant de l'avoir assisté à ces événements d'un œil un peu indirect, parce qu'elle n'avait pas assisté à ce qui s'est passé après la mort de Eddard Stark, donc par exemple elle a pu apprendre ce qui est arrivé à Sansa, et oui, chers amis, elle sait pas ce qui est arrivé à Sansa, donc c'est intéressant. Une petite chose que j'aimerais rajouter par rapport à cette scène, vous voyez bien le mec qui joue Tyrion dans cette scène, qui est censé représenter son rôle dans la pièce, et ironiquement, c'est un petit peu comme ça que Tyrion est vraiment dans les bouquins, donc voilà, c'est assez amusant, voilà, il est comme ça, et oui, il est plutôt moche. Et après, alors juste un truc que j'ai détesté, mon dieu, mais sérieusement, c'est le plan sur le pénis de l'acteur, sérieusement. Mon dieu, je veux dire, moi je suis pas de base, je ne suis même pas un fan quand on nous montre des boobs à chaque seconde. Je veux dire, que ce soit comment dire, si c'est contextualisé, s'il y a une raison à ça, c'est que, mettons, par exemple, sur scène, à un moment, il y a Tyrion, l'acteur qui joue Tyrion, qui dessape la nana qui joue Sansa, et ok, d'accord, ça fait du sens, c'est dans le cadre de cette espèce de pièce de théâtre un petit peu bouffonne, je peux le comprendre. Mais là, le plan sur le pénis du gars, c'est-à-dire, c'est juste pour satisfaire un petit peu. Alors, premièrement, c'est juste pour faire écho au fait que, ouais, Game of Thrones, c'est une série trop, voilà, c'est pas mainstream comme série, c'est une série un peu borderline, donc du coup, ils vont se permettre de faire des plans un peu comme ça. Et d'autre côté, je suis sûr et certain que c'est pour satisfaire les féministes qui n'arrêtent pas de dire, ouais, y a plein de plans de nana à poil, mais voilà, y a pas de plan de mec à poil. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que je trouve un petit peu dommage, parce que ça montre que la série veut se donner un genre un petit peu extrême, un petit peu no limite, alors que ça n'a aucun intérêt, je veux dire, ça n'a aucun sens, et c'est un petit peu dommage, selon moi. Alors, scène numéro 6, disons, la 6ème dans l'ordre que j'ai appréciée, eh bien, la scène entre Sansa et Littlefinger. Et voyez-vous, dans l'ensemble, j'ai bien aimé cette scène, parce que tous les personnages qui étaient présents, je les aime bien. J'aime bien Littlefinger, est-ce que c'est un bon joueur, justement, est-ce que c'est vraiment le mec qu'on prétend connaître depuis le début, cette espèce de manipulateur terrible, ou est-ce qu'il a vraiment des sentiments à l'égard de Sansa? Sansa, pareil, ce personnage qui grandit, qui devient de plus en plus mature, et Brienne, qui un peu plus m'énerver en ce moment, mais bon, c'est pas très grave, j'aime bien le personnage quand même. J'ai trouvé que, voilà, le fait de lui terminer un peu sa quête anti-Stannis dans la saison 5, c'était peut-être un petit peu dommage, mais enfin, faut bien avancer au bout d'un moment. Et puis, Brienne a toujours promis qu'elle défendrait aussi les enfants Stark, donc techniquement ses quêtes ne sont pas complètement terminées. Mais pour cette scène en particulier, ce que je n'ai pas trop aimé, c'est simplement au début, l'angle qu'ils ont... le semblant de révélation qu'ils ont voulu faire. C'est par rapport à Littlefinger. Ils sont censés nous faire comprendre qu'il est sincère dans ses excuses, et qu'il ne savait vraiment pas ce à quoi s'attendait Sansa quand il allait l'abandonner aux mains des Bolton. Mais moi, le problème que j'ai avec ça, c'est What? Attends, t'es sérieux là, Littlefinger? T'as fait une erreur? Et je veux dire, jusqu'à un petit moment dans la scène, je me suis dit là, non, c'est pas possible. Je peux pas croire ça. Je peux pas croire que Littlefinger ait décemment pu croire que c'était une bonne idée de se séparer de Sansa. Parce que non seulement, Littlefinger, tu veux t'attirer les faveurs de Sansa pour qu'elle puisse, un petit peu comme tu le fais avec Robin Arryn, c'est-à-dire que tu essaies de le manipuler pour qu'il puisse, voilà, non seulement t'aimer, mais voilà, se sentir en confiance quand tu es avec eux. Mais là, en faisant ça, c'était juste la pire des choses à faire, mon petit ami. Et en plus de ça, donc Littlefinger, je veux dire, aux mains des Bolton, comment il va expliquer à Sansa ce qu'il a fait? Parce qu'il a même pas voulu mettre en scène
il l'a même pas fait comme il l'a prétendu à Young Roy, c'est-à-dire il ne l'a même pas déguisé sous forme d'enlèvement ou quoi que ce soit, non. Il a très directement donné Sansa au Bolton. Et ça, c'est un passage du livre, enfin, qui n'est pas présent dans le livre. Sansa est au Val depuis les scènes du Val, Sansa y est restée. Donc le problème que j'ai avec ça, c'est voilà, encore une fois, la série essaie de faire des choix et j'ai l'impression qu'elle veut rattraper ses choix un peu bizarrement. Mais cette scène je la sauve d'une certaine manière, puisque à la fin de cette scène, on comprend peut-être que Littlefinger est toujours en train de jouer en vérité, parce que on le voit à la toute fin changer de visage et tiens d'ailleurs sans visage non et on le voit changer d'expression faciale. D'ailleurs c'est pas très subtil de ce point de vue là ça, parce qu'on voit tout de suite qu'il redevient Littlefinger manipulateur. Mais enfin on le voit faire ça et il balance l'info Blackfish, le Sealer, que le Sealer, l'oncle donc de Sansa, l'oncle de Catelyn. Oui c'est ça, c'est l'oncle de Catelyn. Le frère donc du père de Catelyn, qui était donc attendez, c'est Tully, comment ça s'appelle Oster Tully, voilà, le frère de Oster Tully qui s'appelle donc Brynden Tully, a rassemblé les forces Tully et a repris Vivzeg, donc Riverrun, la capitale, disons le chef-lieu des terres des Tully et des terres du Conflant et du Trident. Bien, ça j'ai beaucoup aimé. Premièrement parce que j'étais content de apprendre que le Sealer, ça y est, allait enfin revenir dans l'histoire. Ça veut rien dire. Allez enfin revenir dans l'histoire. Et deuxième chose, c'est que je suis content que la série nous ait rattrapé le coup en nous disant non, regardez, Littlefinger a toujours un plan. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé auparavant avec Sansa, la mettre aux mains des Bolton, et ensuite lui faire comprendre qu'il y a du conflit qui est en train de se préparer, et lui donner envie encore plus de faire la guerre entre les Bolton, les Tully, les Stark, les machins, les trucs, créer le chaos pour que je puisse monter, comme il l'avait déjà dit. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est vers là que la série se dirige. C'est-à-dire, Littlefinger, depuis le début, essaye de constituer un conflit. Au départ, il l'a constitué au niveau de Port-Réal, entre Renly, Stannis, les Baratheon, les Lannister. Et maintenant, il le crée au nord, le conflit. Donc c'est très intéressant. Donc, si la série va par là, je suis ok. Par contre, si la série nous confirme plus tard que Littlefinger ne savait vraiment pas et décemment pas le merdier dans lequel il allait emmener Sansa quand il l'a donné aux mains des Bolton, non, alors là par contre, non, vous faites pas faire une erreur au mec le plus mystérieux, le plus énigmatique dans Game of Thrones, vous ne pouvez pas faire ça. Si c'est bien le manipulateur le plus fin, le plus subtil qu'on connaît dans cette série, vous pouvez pas nous faire décemment croire que le gars a pu faire une erreur comme ça. Voilà, c'est tout, c'est juste ça. Ah, enfin, 5ème position, chers amis, on va enfin pouvoir parler de cette scène que j'attendais énormément, voilà, la scène de l'élection du roi des îles de Fer. Alors bon, en anglais, c'est la fameuse scène de du King's Moot, hein, la motte où on choisit le roi, c'est-à-dire là, voilà, localement, voilà, c'est le lieu où le roi des îles de Fer est choisi. Et donc, aux îles de Fer, c'est assez intéressant parce que c'est un roi qui est élu démocratiquement, alors bien sûr, avec un électorat qui est réduit puisqu'il s'agit des grands capitaines et des grands chefs des maisons des îles de Fer. Oui, hein, a priori, il n'y a pas que les Grégeois, il y en a plein d'autres, il y a les Noirs-Marés, il y a les Noirs-Marés, les Noirs-Marés... Bon, j'en connais aucun autre, mais... bon, non, il y en a plein d'autres. Allez voir les bouquins, je vous assure, allez voir même sur le site de la Garde de Nuit, il y a plein d'autres maisons intéressantes que les Grégeois dans les îles de Fer. Mais bref, cette scène, j'en attendais énormément, parce que, on va pas se mentir, c'était surtout le personnage de Euron Grégeois que j'attendais avec impatience. Il faut savoir que ce personnage, c'est vraiment un mec super intéressant dans les bouquins, parce que c'est une espèce d'aventurier. C'est même pas un Grégeois, enfin je veux dire, oui, c'est le frère de Balon Grégeois et de Victarion Grégeois, mais le mec, il a tellement bourlingué, partout, sur toutes les mers, il est allé à Asha, il est allé à Essos, il est allé partout. Et voilà, c'est une sorte de pirate à la sauce Game of Thrones, et comment vous pouvez pas aimer ça? Je veux dire, le mec, en plus de ça, c'est un mec assez charmeur, assez intelligent, assez rusé, et en même temps, voilà, très fin, et il a de l'avenir, puisque, justement, il est muni de certains atouts. C'était bizarre cette phrase. Non mais je veux dire, il a certaines connaissances et certains objets, et j'en reviendrai juste après, qui lui permettront, enfin tu vois, dans le bouquin c'est un peu comme ça qu'on peut l'interpréter, qui lui permettront peut-être d'avoir une place dans le futur de Game of Thrones, avec les différentes menaces qui vont arriver, et notamment celle de Daenerys. Mais, cette scène m'a un petit peu déçu, c'est-à-dire que c'est là le point noir. Je l'attendais peut-être un petit peu trop, et le fait que j'avais d'énormes attentes ont peut-être contribué au fait que justement, j'ai été un petit peu déçu par ce que j'ai vu en face de mes yeux. Alors, bon, c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu comme ça, en mode « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre avec cette merveilleuse scène ?» Et en fait,
à mesure que je les re-regardais et re-regardais, je me suis rendu compte que finalement c'était pas si raté que ça. Simplement par rapport à mes attentes, il y avait plein de choses qui n'étaient pas exactement similaires à ce à quoi je m'attendais. Donc forcément, ça m'a un petit peu pris de court au début. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des éléments très positifs. Et c'est ce que je vais voir en premier lieu. Donc les éléments positifs dans cette scène, je dirais que le premier truc, c'est la scène du baptême du roi, voilà, du roi des îles de fer pour le trône salé. Hein. Donc le fait qu'il faille tout simplement, à l'image du culte du dieu noyé bien sûr, noyer le candidat au trône, enfin disons l'élu au trône, et faire en sorte qu'il puisse renaître de ses cendres, j'allais dire, mais plus exactement renaître de sa noyade, et voilà, et qu'il soit enfin baptisé, et c'est un petit peu à l'écho de cette fameuse devise « What is dead may never die », c'est-à-dire « ce qui est mort ne saurait jamais mourir ». Donc voilà, c'est ce qui est mort une première fois, boum, tu meurs dans ta noyade et tu ne pourras plus jamais mourir. Donc c'est assez intéressant parce que ça donne un aspect assez violent dans la scène, même assez rustre quoi. C'est censé être une élection de roi, mais finalement ils sont tous habillés de manière dégueulasse, et le roi il est plongé dans l'eau comme ça, il se noie. Et j'ai trouvé que la scène était très forte en plus avec la fameuse musique des Grégeois qui est juste splendide, hein, ça fait c'est génial, je vais pas vous la jouer, mais bon, voilà, c'est vraiment excellent, très très bonne musique. Et voilà, j'ai trouvé que cette scène était particulièrement violente et rendait assez bien la mentalité des îles de fer. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le personnage de Aéron Grégeois, qui est l'autre frère de Balondre, qui sont 4, hein, a priori Victarion, Euron, Ballon et donc Aéron. Et ce mec est vraiment assez intéressant parce qu'il est un petit peu à côté de tout, c'est le prêtre du dieu noyé, donc il est respecté par tous, mais en même temps lui il ne sera jamais roi. Et donc ce mec, vraiment je l'ai trouvé bien aimé, ça n'a aucun sens. Je l'ai bien aimé, et j'ai trouvé que l'acteur était assez excellent. Sa voix aussi également, je trouve, était assez dur, assez sévère, il avait un ton assez sévère. Et ce personnage donc plutôt bien rendu dans la série. Donc les points noirs, je dirais que c'est peut-être pas vraiment un point noir, je dirais un point gris, et c'est parfait pour parler des îles de fer, hein, les Greyjoy, voilà. Donc tout simplement, le personnage de Euron, je trouve que il est pas raté, mais il est vraiment extrêmement différent de ce à quoi je m'attendais. Dans les bouquins, ce mec est un charmeur, c'est quelqu'un qui a vu énormément du monde connu, et c'est un pirate. Le mec a beaucoup de charme, il a beaucoup de prestance et de charisme. Et je crois que dans la série, ils en ont dressé un portrait un petit peu différent. Justement, le personnage que joue Euron dans la série, donc joué par Pilou Asbæk, un acteur qui est assez bon d'ailleurs, j'y reviendrai par la suite, mais voilà, le charme est un petit peu absent, je trouve, de ce personnage. Il n'y a pas beaucoup de charme, il apparaît beaucoup plus rustre et beaucoup plus rustique. Il apparaît beaucoup plus tel pirate justement qu'on pourrait attendre venant d'un viking un peu comme voilà ce que voilà ce que l'on peut s'attendre des îles de fer. Mais il est justement assez étranger aux îles de fer. Le mec est parti il y a très longtemps, et on pourrait attendre un petit peu autre chose, un comportement un peu différent, une façon peut-être un petit peu plus élégante de s'exprimer, et c'est un petit peu le cas d'ailleurs, et j'y reviendrai juste après. Mais voilà, j'ai été déçu par le fait que le mec fasse plein de références un petit peu très lourdes et très grivoises par rapport à l'émasculation de Théon. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas vraiment très fidèle au personnage de Euron Grégeois, qui est censé être beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin dans la façon dont il s'exprime, dans ce qu'il dit. Après, il faut dire une chose, c'est quand même que l'acteur qui joue Euron Grégeois, donc Pilou Asbæk, hein, et je m'en suis rendu compte un petit peu en re-regardant la scène, l'acteur qui le joue très très bien. Il a une excellente voix, et quand je dis que l'acteur dans ce qu'il dit c'est pas très très fin, sa voix est vraiment très intéressante parce que il parle pas du tout comme tous les autres personnages des îles de fer, de manière un peu comme des cow-boys si vous voulez. C'est surtout le cas d'ailleurs de Yara Grégeois, et j'y reviendrai après d'ailleurs par rapport à ça. Mais lui s'exprime de manière assez british, avec un accent beaucoup plus élégant, et même il a des mouvements de main qui font que on sent que c'est pas un mec qui a été élevé comme tous les bouseux des îles de fer. Mais voilà, donc première chose, ça c'est une chose. Et aussi le mec, alors bon, moi je m'attendais pas à un physique comme ça, je m'attendais plus à un mec. D'ailleurs, toutes les images les fanarts de Euron Grégeois nous montrent quelqu'un qui ressemble beaucoup plus à Daario Naharis, avec une petite barbichette, des cheveux longs, donc un mec beaucoup plus fin. Et là, on nous a mis un espèce de gros mec puissant, limite un petit peu balourd quoi. Et au début, c'est quelque chose qui m'a un petit peu énervé, c'est que
son aspect nous faisait vraiment penser à un méchant Disney, quoi. On aurait cru voir le Capitaine Crochet au début, et aussi le fait qu'il soit un petit peu gros, un peu pâteau, avec ses deux espèces de grosses moustaches là, sur ses joues, ses deux grosses favoris, et le fait qu'il ait un visage très rond et très carré, voilà, faisait beaucoup plus penser à un espèce de gros méchant, de gros pirate balourd et un peu lourdingue des contes un petit peu pour enfants. Mais justement, je me suis rendu compte d'une chose, je pense qu'ils ont voulu mêler l'aspect de Victarion Greyjoy et l'esprit de Euron Greyjoy. Victarion Greyjoy, c'est quelqu'un qui est donc l'autre frère de Balon et qui est un mec un petit peu bêta, mais un immense guerrier. C'est un mec qui a par exemple, il a un home en forme de kraken, enfin bon, c'est complètement dingue. Ce mec est badass en étant un petit peu bébête, c'est ça qui est drôle. Et je pense qu'au niveau de l'esprit, ils lui ont donné donc l'esprit de Euron Greyjoy, et l'imposance, la taille de Victarion Greyjoy, qui est réputé pour être vraiment un guerrier assez imposant. Autre chose à dire, vous avez remarqué que l'acteur a été choisi vraiment pour ressembler un petit peu à Théon. Ouais, je sais, ça fait bizarre, mais regardez bien. Théon et Euron partagent vraiment des traits communs. Même s'il y en a un qui est très gros, très puissant, et l'autre qui est un petit peu... Enfin, il n'est pas gros, mais... et l'autre qui est un petit peu, voilà, frêle et fin. J'ai trouvé que vraiment ils avaient très bien vu le truc, parce que sans qu'on puisse vraiment déterminer pourquoi, je trouve que les deux partagent vraiment un lien familial. Enfin, on a l'impression que voilà, par les traits de visage, on a vraiment l'impression qu'ils partagent quelque chose de commun. Alors, autre chose, je pense que ce personnage Euron Greyjoy a été présenté de manière un petit peu trompeuse. On nous fait croire peut-être dans cette scène que justement il est un peu balourd, un peu comme tous les capitaines des îles de fer sont. Mais en fait, peut-être que ce mec, à l'image du fait justement que il est assez intelligent et trompeur, il serait en train de jouer la comédie, de parler de l'émasculation de Théon pour faire rire l'assemblée, voilà, de montrer que lui c'est le mec, que voilà, lui il a les atouts justement pour plaire à Daenerys, et que justement lui il est viril, lui il est puissant, lui c'est le mec qu'il faut pour qu'il devienne roi. Il a tout ce qu'il faut pour devenir roi justement. Et voilà, donc peut-être que ça c'est peut-être justement une manœuvre habile venant de Euron, justement pour convaincre l'assemblée, parce que faut aussi se rendre compte qu'il parle à une bande de bouseux. Si lui-même n'est pas quelqu'un qui est du niveau intellectuel des mecs des îles de fer, il doit quand même se mettre à leur niveau. Et justement, c'est peut-être un développement intéressant, de nous montrer qu'en fait ce mec est beaucoup plus intelligent que la série, du moins la première scène dans laquelle il était introduite, enfin cette scène-là, ne nous laissait croire. Et ça, donc je pense qu'à l'avenir, ce sera intéressant de développer cet aspect de Euron Greyjoy, qu'il soit un petit peu trompeur, qu'il soit un petit peu manipulateur. En parlant de manipulation, donc le plan de Euron, du moins selon ce qu'il en révèle dans cette scène, est assez intéressant parce qu'on nous met enfin un lien entre Westeros et Essos. Enfin, il y a un lien qui se dresse en un certain camp à Westeros et un certain camp à Essos, bien sûr, entre donc Daenerys et les îles de fer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que les îles de fer étaient un petit peu les délaissés de Westeros, on n'en parlait plus depuis au moins 2 saisons, et ces mecs-là étaient un petit peu, complètement inutiles. Mais enfin, ils vont pouvoir avoir un lien avec Daenerys, donc, après, je sais pas ce que ça va donner, puisqu'on a vu que Euron... Là, elle était très sûre de lui, et justement, les gens qui sont très sûrs d'eux-mêmes face à Daenerys sont souvent, connaissent un destin assez funeste. Mais on peut encore imaginer que Euron a d'autres outils dans sa botte. Sinon, alors juste un petit truc, sa couronne quand même, elle est dégueulasse. Enfin, vous avez vu la couronne, j'espère qu'il va pas la garder, parce qu'elle est franchement horriblement ridicule. Il y a aussi un aspect qui est plutôt bien mis en avant, c'est le fait que Euron est un petit peu fou. Ça c'est assez mis en avant dans le livre aussi, et voilà, ce mec est un petit peu dérangé dans sa tête. C'est-à-dire que, certes il est manipulateur, il est assez subtil dans son approche de la politique et de la guerre, mais... En fait, le mec est un peu fou au fond lui-même. Et on le voit bien quand il dit par exemple « Let's go murder them » par rapport à ses deux neveux et nièces. Quand ils disent simplement « On va les assassiner », je veux dire, venant de la part d'un roi fraîchement élu, c'est assez bizarre. Et aussi quand il avoue vraiment sans aucun scrupule qu'il a assassiné Balon. Donc ça c'était plutôt bien vu, même si c'est dans le livre, on ne sait pas qui a assassiné Balon. Hein. C'est vraiment pas dit... Enfin disons que c'est pas révélé par le bouquin face à tout le monde. Voilà, donc même si voilà, tout le monde peut un peu s'en douter, ça n'est pas révélé de manière directe. Alors un autre truc à dire un petit peu par rapport à cette scène, c'est que je trouve que l'actrice qui joue Yara, même si j'aime bien sa tronche, elle est assez marrante, je trouve qu'elle joue pas très bien en fait. Enfin, là où à côté, putain, Théon, il nous donne l'une des meilleures prestations qu'on a pu voir depuis le début de toutes ces saisons finalement. En fait, je crois que l'acteur qui joue Théon, faut vraiment lui rendre justice. Il est vraiment excellent. Et d'ailleurs, je dirais que même finalement les deux, Ramsay et Théon, hein, pourtant ils ont une histoire assez compliquée, mais on peut dire que les deux jouent extrêmement bien. Donc vraiment, deux des meilleurs acteurs de Game of Thrones. Mais donc, par rapport à ces deux-là, je dirais que
Yara, elle joue pas très bien. Je veux dire, j'ai l'impression qu'elle veut vraiment trop en faire dans le côté un peu garçon manqué. Et au bout du compte, on a juste l'impression de voir un cow-boy, quoi. Vous avez pas l'impression, regardez, à chaque fois, on a l'impression qu'elle prend la tête de John Wayne et qu'elle essaie de marcher d'un air un petit peu patibulaire. Je veux dire, c'est un peu ridicule. Je veux bien que ce soit une fille pas très féminine, mais il y a des limites quand même. Sinon, j'ai trouvé vraiment très énervant et surtout très incohérent le fait que Yaras puisse se barrer avec Théon avec quasiment toute la flotte des îles de fer, ce qui ensuite conduit Euron à donner un ordre qui est quand même assez, enfin je veux dire, extrême. Oui, construisez-moi 1000 bateaux ou je sais pas quoi. Je veux dire, non, juste, non, c'est construire 1000 bateaux comme ça, je veux bien que tu sois Euron Greyjoy, mais il y a des limites. Et en plus de ça, il y a un truc qui va pas du tout. Tous les bateaux, ils appartiennent pas aux Greyjoy, il y en a qui appartiennent aux autres maisons des îles de fer, qui ont des équipages qui sont loyaux à leur capitaine. Pas forcément à Yara Greyjoy. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. Je veux dire, là, c'est le moment où tu vois que la série, elle est vraiment à court d'idées des fois, et que, voilà, il faut qu'elle aille vite. Bon, quelle est l'idée principale? Ok, Yara, elle se barre, mais il lui faut tous les bateaux. Ok, ben on va lui donner tous les bateaux. Ouais, c'est un petit peu énervant. Dernière chose à dire par rapport à cette scène, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait de la fameuse corne? Je ne vous dirai pas forcément ce qu'il en est exactement de cette corne, parce que si jamais ils veulent l'introduire un peu plus tard dans la série, je vais laisser le suspense. Mais il faut savoir que Euron Greyjoy est arrivé dans cette scène, dans les bouquins, avec une corne très spécifique, et dont il a prédit qu'elle serait très utile dans les événements à venir. Oui, une corne donc qui serait un atout excellent pour justement ce que veut Euron Greyjoy avec un certain personnage de la série. Une corne qui lui permettrait de contrôler quelque chose. Donc voilà, je vous laisse aller chercher ça de votre côté, mais Euron Greyjoy, il est pas venu tout seul par l'opération du Saint-Esprit. Non. Le mec a pas été élu comme ça d'un claquement de doigts. Certes, il est charismatique, certes, il est badass, mais le mec avait un argument de taille. Alors que ce soit vrai ou pas vrai, bon, voilà, on sait pas encore si la corne peut effectivement faire ce qu'il prétend qu'elle puisse faire, mais en tout cas, voilà, allez voir, voilà, c'est tout, j'en dirai pas plus, mais si les mecs qui écrivent la série ont oublié, ont décemment, vraiment, enfin, comment dire, ont volontairement, nécessairement rayé cet aspect-là de l'intrigue, je me demande si c'est pas un petit peu dommage. Enfin, je veux dire, c'était quand même un aspect assez important de l'intrigue concernant Euron Greyjoy. Donc voilà, allez chercher sur Google Euron Greyjoy corne et vous allez très vite comprendre de quoi je veux parler. Alors j'ai dit que toutes les scènes m'avaient un petit peu déçu, mais là je dois dire, cette scène-là, en fait, quand j'y repense, elle m'a pas vraiment déçu. Non, techniquement, elle m'a donné ce que j'attendais. Et techniquement, voilà, c'était une scène qui était pas grandiose, mais c'était une scène qui était bien faite. Et j'ai trouvé que les éléments et les informations qu'on nous donnait étaient vraiment bons à prendre. Donc, je parle ici de la scène à Château Noir, où l'on voit Sansa, Brienne, tout le petit état-major qui est en train de se constituer entre Davos, entre Jon et tout ça. J'ai bien aimé tout ça parce que c'est un petit peu l'exposition qui va se... Enfin, c'est un peu, voilà, les scènes d'exposition, parce qu'il y en aura d'autres, qui vont nous amener progressivement au conflit contre les Bolton. J'aime bien parce que chacun prend un petit peu son rôle. Il y a Jon qui sera un petit peu la main militaire dans le groupe. Il y a Davos qui sera un petit peu le diplomate et le stratège. Il y a Sansa aussi qui sera un petit peu plus, voilà, la tête pensante du groupe. Pareil, Brienne, employée plus comme ambassadrice auprès des Tully, comme ça va être le cas donc plus tard, comme on l'a vu aussi dans les bandes annonces. Il y a un autre truc que j'ai oublié de dire par rapport à cette scène. C'est un moment, bon c'est un petit détail, donc m'en voulez pas, mais voilà, il y a un petit moment où Davos, il dit, bon ok, qu'est-ce qu'il nous reste comme maison? Il y a il y a les grosses maisons comme Bolton, Karstark et Manderly. Et putain, à chaque fois, ils ne font que évoquer les Manderly. Et moi, j'ai envie de dire, mais les mecs, c'est pas qu'une maison de background, s'il vous plaît, je vous en supplie, insérez-les dans l'histoire, j'en ai rien à foutre, vous mettez juste un petit clin d'œil, un mec avec un gros mec avec un blason, avec un espèce de Poséidon avec un trident dessus, je m'en fous, mais n'importe quoi, mais s'il vous plaît, mettez-les dans l'histoire, voilà, juste un petit clin d'œil, mais plus que juste une petite citation, parce que franchement, je vous assure que entre les Bolton, les Manderly et les Karstark, quand vous avez lu les bouquins, vous n'hésitez pas une seule seconde, je veux dire, les Manderly, c'est les plus cool après les Stark. Chacun est en train un petit peu de prendre, voilà, à pleine main les rôles qui vont leur être attribués. Pareil pour Tormund, je pense que c'est lui qui va diriger, voilà, j'allais dire les sans visages, les sauvageons bien sûr. Les sans visages, les sauvageons, bref. Donc voilà, donc ça je trouvais que c'était bien. Aussi voilà, le fait qu'on nous montre bien que Sansa grandit et que c'est elle qui décide de ne pas dévoiler ses sources qui sont évidemment Littlefinger. Alors est-ce qu'elle en a honte? Est-ce qu'elle a peur de dire que voilà, elle a quand même elle a quand même une relation spéciale avec Littlefinger? Est-ce qu'elle a peur de... D'ailleurs, Jon Snow ne connaît pas Littlefinger, il ne le connaît pas très bien, donc a priori, bon, c'était pas trop un danger. Davos le connaît.
Davos le connaît, et surtout, voilà, Brienne. J'aime bien parce que... Ah non, alors attendez, Brienne, est-ce qu'elle a mentionné? Oui, oui. Oui, oui. Et ce que j'adore, c'est quand Brienne dit bon, on va faire voilà, faisons un petit brainstorming. Davos, c'est celui qui était c'était un contrebandier. L'autre, c'est un mec qui brûle toutes ses victimes. Stannis. Enfin, il servait un mec qui brûlait toutes ses victimes, vraiment un salaud, il a tué son frère. Voilà, Mélisandre, elle a tué Renly avec de la magie du sang. Donc c'est vraiment tous des bâtards. Et enfin des bâtards. et donc là, j'ai bien aimé voilà que t'as Brienne qui est vraiment complètement opposé à tous les alliés de Sansa. Mais c'est là d'ailleurs que Brienne m'énerve un petit peu parce que j'ai envie de dire bon, écoute Davos, il a bien dit lui-même, voilà tout ça c'est du passé. Maintenant il faut se concentrer sur les dangers actuels. Et j'aimerais que Brienne tende un petit peu à se détendre un petit peu, bordel de merde, parce que ça va maintenant. Je veux dire, elle a tué Stannis. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Can we move on, please? Thank you very much. Voilà. Donc voilà, et je suis très content encore une fois qu'on nous retise un petit peu le retour du Silure, hein, c'est-à-dire de Blackfish, Brandon Tully, dans l'histoire. Donc ça, je trouvais que c'était une scène très complète, très, très simple et réussie. En troisième position, on va parler de la scène, du petit dialogue entre Kinvara, donc cette nouvelle prêtresse rouge qu'on nous a introduite dans cet épisode, Varys et Tyrion. Alors j'ai vraiment adoré cette scène parce que non seulement elle était assez amusante en ce qui concerne Tyrion, le fait qu'il veuille, on sent vraiment qu'il veuille un peu calmer le jeu entre Varys et la prêtresse, mais la scène était encore plus intéressante quand on voit justement l'échange qu'il y a entre Varys, le sceptique, hein, celui qui doute de toutes ces espèces de religions qui popent un peu partout dans tout le monde, et donc cette prêtresse qui est si sûre d'elle-même et qui est voilà si persuadée de la réalité de ce qu'elle croit, de la réalité des prophéties qui vont intervenir plus tard. J'ai trouvé que cette scène était vraiment géniale parce que non seulement elle remettait en tête un événement qu'on avait vu à Volantis où on avait vu justement Tyrion faire face à une autre prêtresse rouge qui était vraiment intéressante, c'était vraiment très intéressant, ce mini clin d'œil qui avait été fait justement à la potentielle théorie que Tyrion aurait un lien un petit peu avec toutes ces théories. Mais j'ai également beaucoup apprécié la façon dont ils nous ont réintroduit la fameuse scène tragique donc de l'enfance de Varys, avec cette espèce de sorcier un petit peu charlatan qui lui avait, vous savez tous ce qu'il lui a fait. Et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est la première fois que tu vois Varys un petit peu décontenancé. C'est vraiment la première fois qu'on a pu le voir avec cette espèce d'expression faciale. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est du développement, à la fois pour ce personnage fraîchement introduit, hein, Kinvara, mais également pour Varys, voilà, qu'on le voit qui est un petit peu déstabilisé. Et c'est vraiment bien la première fois. Et la prêtresse met l'accent sur quelque chose d'intéressant, c'est que ils peuvent se tromper, mais que R'hllor existe bel et bien. Il fait référence donc justement au fait que Stannis était le Azor Ahai, justement, était a priori, selon une certaine prêtresse, donc évidemment Mélisandre, hein, était celui qui était l'élu de la prophétie, mais Kinvara n'est pas déstabilisée un seul instant par ça, et justement, elle remet en avant le fait que, même si les élus se succèdent, la prophétie, elle sera toujours là, et que les erreurs, bien sûr, les croyants peuvent faire des erreurs, mais ce n'est pas le cas du dieu lui-même, du feu si vous voulez. Le feu ne peut pas faire d'erreur, et quand il brûle vraiment. Donc c'est un petit peu ça. Je trouve que cette scène était vraiment très, très intéressante de ce point de vue-là. Et je trouve que voilà, ça nous apporte encore une fois du background, enfin pas du background, mais ça développe, ça orne de plus en plus toute cette espèce de mystification des croyances dans Game of Thrones, principalement autour du dieu du feu. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là, parce que de plus en plus on est en train d'aller vers le fantastique, avec d'un côté Bran et le roi de la nuit, et de l'autre côté avec Daenerys, et donc peut-être on verra Tyrion, voilà, de ce point de vue-là c'est encore un peu flou, mais voilà, entre le culte des marcheurs blancs, si on peut dire, et le culte du dieu R'hllor. Et bien sûr, il ne faut pas oublier avec ça Arya et les assassins, donc les sans-visage, même si je trouve que là, dans cet épisode, on nous donnait un aspect un peu trop direct et premier degré de ces assassins. Enfin, on va pouvoir parler de cette scène, mes amis. Deuxième position avant de passer au palmarès, donc enfin la première place dans mon top. Deuxième position, je vais parler de la scène de la mort d'Hodor. Alors franchement, bon, cette scène, je veux dire, à chaque fois j'ai dit que oui, il y avait des petits problèmes pour chaque scène, et oui, il y en avait un. Mais le petit problème dans cette scène, il est vraiment très minime. Parce que cette scène, mon dieu, qu'est-ce que c'était puissant, qu'est-ce que c'était fort. Faut bien se rendre compte que, je veux dire, il s'agit de la mort d'un perso qui nous a jamais vraiment donné de développement, de dialogue intéressant. Il a jamais joué un rôle crucial. Bien sûr qu'il était très important dans les moments où justement il était sollicité, notamment pour sa force. Mais
le mec n'a jamais été qu'un personnage de background, un joli personnage de background qui était un petit peu le sidekick, entre guillemets, de Bran. Mais mon Dieu, quand il est mort, la force que la claque qu'on s'est pris, la putain de claque de sa mère qu'on s'est pris dans la tronche, putain, je m'y attendais pas. Et en plus, j'ai trouvé que la série nous dévoilait quelque chose de très fort sur un personnage dont peut-être on avait eu un arrière-goût, non, un avant-goût plutôt, un avant-goût dans les scènes de flashback où on avait appris qu'il s'appelait Willis et qu'il était tout à fait en pleine possession de ses moyens, de ses moyens cérébraux à cette époque-là. Mais là, je veux dire, c'était quand même très surprenant. Et la scène, alors dans l'ensemble, la scène, pour moi, a un petit peu over the top, c'est-à-dire que un petit peu exagéré. C'est-à-dire que bon, voilà, les marcheurs blancs qui arrivent, c'est un petit peu un mélange de Walking Dead, voilà. Aussi comme je l'ai dit, hein, les petites nanas, là, les petites enfants de la forêt qui balancent des grenades, comme je l'ai dit. Hein, je trouve que c'est un petit peu, comment dire, c'est pas très Game of Thronesien. Ça me laisse pas la subtilité pour moi de Game of Thrones, c'est de glisser tous les éléments fantastiques de manière fantastique justement, c'est-à-dire de manière mystérieuse, de manière subtile. Et là, ça manque un peu de subtilité, je veux dire, les boules de la forêt magique qui explosent. Bon, c'est quoi ce délire là, sérieusement? Et si c'est dans le bouquin, alors je devrais faire pénitence, voilà. Mais non, je me rappelle pas de ça en tout cas. Et voilà, donc bon. J'ai trouvé que cette scène, voilà, dans l'ensemble, elle était quand même magistralement sauvée par la scène finale, mais que pour voilà, les éléments de contexte qui font que voilà, la poursuite, les marcheurs blancs, voilà, les morts vivants qui les attaquent, tout ça, c'était pas très réussi. Et aussi la mort de la petite nana, la nana, tout simplement la petite enfant de la forêt là, bah moi ça me faisait rien parce que je savais pas qui c'était. En plus, par rapport à la scène où je les ai tous détestés, les enfants de la forêt, là, franchement, je m'en foutais complètement si elle mourait, puis même ça me faisait plaisir. Je voulais vraiment pas qu'elle devienne un élément du groupe avec Bran. Et donc voilà, et puis en plus, je trouvais que vraiment leur rôle dans cette histoire, c'est vraiment des gros cons. Enfin, techniquement, franchement, ils ont agi sur la peur. Et maintenant ils se mangent un petit peu les conséquences de leurs actions dans la tronche. Et je veux dire, je n'avais pas d'attache émotionnelle par rapport à ce perso, donc vous pouvez dégager, j'en avais rien à foutre. Par contre, là où je pouvais avoir une attache émotionnelle, c'est avec Été, c'est ça, Été, le loup de Bran. Alors je dois avouer que le loup de Bran, j'avais bien aimé quand il était revenu, mais enfin quand il était revenu, quand on avait retrouvé Bran, tout ça, et, vous savez, à la maison de Craster. Mais, enfin, à moins que je confonde avec Ghost. Non, enfin, peu importe. De toute façon, en fait, tout ça pour dire que là, je m'en foutais. Parce que tout simplement, ça fait tellement longtemps maintenant qu'on nous a pas mis en avant ces loups. Et puis là, il y a Broussaille qui est morte, ou qui est mort, je sais plus si c'est un homme ou une fille. Non, enfin bref, voilà, enfin, un mâle, femelle. Enfin voilà, les loups, je m'en foutais complètement. Il y avait bien que Ghost, il y a bien toujours que Ghost qui m'intéresse parce que lui, il ressort avec sa couleur blanche. J'aimais bien celui de Rob parce que je trouvais qu'à la fin, finir tragiquement sur la tête de Rob, ça faisait un peu de lui une icône. Enfin vraiment, le jeune loup justement avec la tête du loup-garou, enfin du direwolf sur la tête, sur le torse, je veux dire, c'était puissant. Mais sinon, à part ça, c'est tout. Par contre, on va pouvoir passer à l'élément le plus important de cette scène, c'est la mort de Hodor et la révélation. Le moment où il nous explique justement pourquoi il a eu ce traumatisme et comment il l'a eu. Alors attention, accrochez vos ceintures, c'est un petit peu compliqué. En fait, Bran, on a bien compris que dans ses visions, il est capable d'interagir avec le passé qu'il rencontre. Et on a bien vu que ça effrayait un petit peu, du moins ça inquiétait un petit peu la cornée aux trois yeux. C'est-à-dire que c'était pas censé, je suis sûr que c'est quelque chose qui est pas censé et c'est pas normal quoi. Et on voit bien quand il l'empêche d'aller voir son père Ned Stark, il l'empêche tout ça, voilà. La corneille prétexte à chaque fois qu'il faut rentrer parce qu'il sent que Bran pourrait faire des choses bien plus graves que simplement voir le passé, il pourrait interagir avec le passé. Et justement c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire que Bran réussit à faire une espèce de connexion entre le passé et le présent. Et ce qu'il fait en fait, c'est qu'il voit Willis en face de lui, et en même temps qu'il est entré dans l'esprit de Hodor, il entre dans l'esprit de Willis avant qu'il devienne Hodor. Et donc le fait d'entrer dans l'esprit de la même personne à des années d'intervalle, à des décennies d'intervalle, eh bien ça a créé une espèce de passage entre le moment qu'est en train de vivre Hodor et le moment qu'est en train de vivre Willis. Et ce passage a fait qu'il y a eu un traumatisme qui a transféré les pensées un petit peu de manière diffuse quoi, dans la tête de Willis. C'est pourquoi il était traumatisé. Il ne pouvait plus dire que hold the door, c'est-à-dire tiens la porte en anglais.
Et c'est pour ça que il va s'appeler Hodor, quoi, tout simplement. À partir de là, il ne va plus pouvoir dire que l'expression Hodor, tellement, voilà, cette espèce de mindfuck entre le passé et le présent l'a complètement traumatisé. Et d'ailleurs, je pose une question, comment ils vont faire pour rendre ça en français dans la série, je veux dire, parce qu'on sait même pas si ça va être comme ça dans le bouquin, mais comment ils vont faire pour, voilà, faire ça en français? Parce que Hodor, comment ils vont faire pour que ça ressemble à une phrase en français? Il aurait fallu que le mec s'appelle pas Hodor, mais qui s'appelle, je sais pas, tiens la porte, quoi. tiens porte, voilà. Parce que là, Hodor, tiens, donnez-moi dans les commentaires vos idées. Comment ils vont pouvoir traduire ça, tout simplement? Je dirais que cette scène, elle a un petit point noir. Et c'est le fait que, malgré l'incroyable portée émotionnelle que la mort de Hodor avait, et surtout la révélation par rapport à son traumatisme, malgré tout ça, malgré toute cette tension, et franchement je trouve que la scène était réussie, hein, mais malgré tout ça, c'était vraiment mal réalisé à la fin. Je veux dire, la façon dont il criait Hodor, il nous suffisait de 3 ou 4 fois pour qu'on comprenne, et tout faisait sens dans notre tête, et on était déjà marqué à vie si vous voulez. Mais là, c'était beaucoup trop. À la fin, on fait le gros plan sur Hodor et ils nous refont des plans successifs comme ils avaient fait dans dans l'épisode dernier avec Daenerys face aux Dothraki. Et je trouve que là, voilà, c'est dommage, ils en font beaucoup trop. On entend au moins dire 20 fois Hodor, quoi, si vous voulez. Donc vraiment, je trouvais que c'était pas subtil. J'ai l'impression qu'ils se sont dit, ouais, c'est génial, c'est une super idée, avec le gros plan sur la tête de Willis et ensuite sur Hodor, tout ça. Donc voilà, on fait un peu on switch entre les deux, ça va être génial. Et ils se sont dit, ouais, ça va être tellement génial, on va le mettre 20 fois. Et non, les gars, apprenez la subtilité, je veux dire, votre idée à la base, elle était géniale, mais j'aurais aimé que ce soit fait de manière un tout petit peu plus fin, quoi. Pas over the top comme ça, quoi. C'était beaucoup trop exagéré. Et c'est dommage, parce que la scène était vraiment pas loin d'être l'une des meilleures scènes de la série, en fait, tout entière. Et donc voilà, cette mort, j'ai trouvé que c'était complètement incroyable. Quand vous y pensez, vous dire, c'est le mec, c'est la victime, ce mec-là. Il n'a jamais rien demandé à personne. Il était là, il a toujours été le spectateur des scènes, et c'était vraiment quelqu'un de très doux, de très gentil, et c'est le premier à partir, quoi. Enfin non, il y avait Jojen, mais c'est quasiment l'un des premières victimes des marcheurs blancs. Et c'est super triste, parce que ce personnage, en plus, sa mort ne sera pas en vain, parce que ça a permis vraiment à Bran et Mera de s'enfuir, donc ça, faut vraiment le prendre en conscience, prendre en considération, vraiment, Hodor, sa mort, voilà, elle n'était pas complètement inutile. Mais, en même temps, enfin, sans toutes ces considérations, j'ai trouvé que c'était quand même très fort et très puissant. Je veux dire, ah mon dieu quoi, c'était, oh là là, c'était tellement puissant. Et je me répète beaucoup, je le sens, mais c'est tout ce que j'ai à dire en fait. C'était vraiment bouleversant, c'était bouleversant. Ce personnage, comme je l'ai dit, ne nous a pas donné d'attache spécifique. On s'est pas dit, ah non, mince, il pourra pas faire ci, ou mince, machin pourra pas le revoir. Non, c'était simplement lui, notre relation entre nous et ce personnage, une relation qui était un peu confuse parce que franchement, on n'avait rien en commun. On pouvait rien partager, on pouvait pas s'identifier à Hodor. Mais ce perso était là depuis le début. C'est comme Osha en fait d'une certaine manière. Et ce perso était tellement touchant en fait. Et surtout à la fin où on apprend que c'est simplement une victime, une victime des dommages collatéraux qu'a causé Bran avec ses visions dans le passé. Un truc assez marrant, c'est que j'ai complètement oublié de parler de la mort de la corneille aux 3 yeux quand j'ai tourné la vidéo, voilà, en premier lieu. Et en fait, je trouve que, ironiquement, ça illustre pas mal ce qui s'est produit dans cette scène, c'est-à-dire que cette mort a été complètement éclipsée par celle d'Hodor qui intervenait un petit peu après, donc dans l'épisode. Mais par contre, il faut quand même dire une chose, c'est qu'elle était très joliment faite. J'ai beaucoup aimé le fait que, voilà, finalement, cette vision de la corneille aux 3 yeux sous forme humaine s'évapore un petit peu dans une espèce d'ombre qui illustre à la fois son côté un peu corneille et son côté un petit peu, voilà, vision, image, allégorie. Et j'ai trouvé que c'était relativement beau. Et je me demande dans quelle mesure on ne va pas le retrouver un petit peu. Regardez, comme si on prend une métaphore par exemple, un petit peu à la manière de... Allez, on fait une petite analogie Star Wars, comme Ben Kenobi dans... voilà, quand il devient une sorte de fantôme de force et qu'il revient voir Luke. Franchement, vous avez pas ce sentiment que c'était un peu comme ça, genre... Bran qui va à Dagobah, enfin bon, non, voilà, là c'est au-delà du mur, et il retrouve une sorte de mix entre Yoda et Ben Kenobi, enfin voilà, et après il rencontre les fantômes de force une fois qu'ils sont morts, donc voilà, je trouve que ce serait marrant de le revoir comme ça, ou peut-être qu'on le reverrait sous forme, je sais pas, d'un marcheur blanc, mais non, ça ferait aucun sens, je dis n'importe quoi, bon allez. Donc voilà, pour moi, grandiose, franchement, enfin pour moi la meilleure révélation de cet épisode, et pour moi ça aurait dû être la seule révélation, et certainement pas la révélation avec par rapport aux marcheurs blancs qui intervenaient beaucoup trop tôt. Enfin les amis, première position dans ce top, la scène qui pour moi m'a le plus plu dans cet épisode, et pour moi la scène la plus réussie, la scène du dialogue entre Jorah et Daenerys.
Alors oui, c'est pas une scène complètement ouf en termes de progression, ou en termes, je sais pas moi, de révélation, mais bon sang, ce que c'était dense et chargé émotionnellement cette scène. Je veux dire, il y avait vraiment tout pour ça. Une réunion de deux personnages qui sont passés par différentes péripéties, on va dire, et je trouvais que même Dario, on sentait qu'il était de trop, qu'il portait la chandelle dans cette scène, c'était assez hilarant. Et c'était d'ailleurs une petite claque bien méritée par rapport à toute l'arrogance dont il avait fait preuve auparavant avec Jorah. Mais voilà, j'ai trouvé que cette scène était juste magnifique. Daenerys en plus pour le coup, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle jouait, c'est vrai que j'aime pas trop comment joue cette actrice de base, mais là franchement je dois le reconnaître qu'elle jouait très bien. On sentait tout le fait le lâcher prise quoi, le lâcher prise émotionnel qu'elle était en train de faire tout simplement face à Jorah, et c'est limite une déclaration, même si évidemment tout ça reste dans la mesure, et dans la mesure voilà de la classe que ces deux personnages ont décidé d'avoir, mais j'ai trouvé que c'était magnifique le fait que Jorah voilà se comporte réellement comme c'est lui le vrai chevalier, je veux dire, dans cette histoire, et le mec qui dit, c'est un voix qui révèle qu'il ne veut pas mentir une nouvelle fois à Daenerys, et qui révèle donc son mal et le fait qu'il soit condamné. Alors justement ça pose une question d'ailleurs, est-ce qu'il est condamné vraiment? On sait que Shireen Baratheon, la fille de Stannis, avait été sauvée, mais c'est parce que voilà, ça avait été fait très tôt et que la maladie ne s'était pas vraiment développée, elle avait pas eu le temps de se développer. Et là, on c'est avec un homme un peu vieux avec Jorah, donc enfin vieux, non, pas si vieux que ça, mais il faut quand même assez, c'est pas un petit enfant quoi, donc il n'y a pas les mêmes, c'est pas les mêmes dispositions physiologiques. Et aussi Stannis c'était un noble, donc à la base il avait les capacités, il avait les moyens financiers et les capacités pour faire venir les meilleurs médecins possibles et imaginaux de tout Essos, de tout Westeros si vous voulez. En ce qui concerne donc Jorah, on peut dire que je sais pas, vu que Daenerys lui a demandé, lui a ordonné, donc ça c'était magnifique en plus la façon dont ils ont tourné ça justement, ce côté un petit peu très digne dans la parole de Daenerys, le fait qu'elle déguise un petit peu ses sentiments via l'ordre voilà, d'un seigneur à son vassal. Mais là ce que j'ai bien aimé voilà, c'est que on nous tease sur le fait que peut-être Jorah sera soigné, mais je ne pense pas, je pense que peut-être Jorah sera condamné jusqu'au bout par cette espèce de mal, et c'est un petit peu justement la punition un petit peu symbolique qu'il reçoit, même si elle est pas vraiment méritée, mais une sorte de punition. On est dans Game of Thrones et j'ai l'impression que les choses ne peuvent jamais se résoudre de manière positive complètement. Alors peut-être que justement on le reverra avec Daenerys, bien sûr, hein, c'est évident, et je pense qu'il jouera un rôle jusqu'au bout, mais qu'il ne survivra pas complètement, et que c'est un petit peu voilà la marque noire pour Jorah, c'est un petit peu ce qui va sceller son destin, mais je pense qu'il a encore vraiment beaucoup de choses à faire, il a encore un rôle à jouer dans l'ascension de Daenerys sur le trône, enfin bon, si au moins elle y parvient. C'est ainsi que je terminerai mon analyse, chers amis, donc dites-moi dans les commentaires ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, autant dans l'épisode que dans ma critique. Voilà, donc partagez vos idées. En attendant, voilà, portez-vous bien, on se retrouve lundi prochain, donc sans doute plutôt mercredi ou jeudi, parce que moi mes reviews de mes critiques, donc analyses de la saison 5, enfin la saison 6 de Game of Thrones, je peux pas les faire autrement que, voilà, plus le mercredi, jeudi ou vendredi, parce que pour moi c'est un peu compliqué, elles sont plus longues à faire, et j'ai d'autres critiques à faire, donc bon voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir, donc les amis, on se retrouve la semaine prochaine, en attendant portez-vous bien, et ciao!